Bonjour à tous et bienvenue sur Le Petit Stade, un podcast où on parle de foot avec ceux qui l'ont font vivre sur et en dehors des terrains. Aujourd'hui, nouvel épisode avec une figure emblématique d'un des peut-être clubs les plus excitants de notre chère Ligue 1. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Fabrice Hérault, directeur délégué du Paris FC, si je ne me trompe pas. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Antoine, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir reçu et accepté l'invitation. C'est un plaisir. On va parler du Paris FC en long, en large et en travers. Avant ça, j'aimerais qu'on parle peut-être un petit peu plus de vous. Voilà, je vais te laisser te présenter pour les gens tout simplement qui ne te connaîtraient pas. Eh bien, je suis Fabrice Hérault, je suis marié avec ma femme Claire, nous avons 4 enfants. Ça, c'est Ok. pour l'aspect perso. Ouais. Et puis professionnellement, ça fait presque 25 ans que je bosse, mais j'ai d'abord commencé dans le conseil, d'abord chez Arthur Anderson et ensuite chez EY. Ok. Puis j'ai rejoint le Paris FC une première fois en 2009, où à l'époque le club était en national, D'accord. donc en 3e division du championnat. Et je suis parti fin 2012 pour diriger un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle Optifinance et qui, à l'époque aussi, avait une activité sportive puisque une structure très proche du cabinet gérait une écurie automobile D'accord. et qui courait d'ailleurs et qui court toujours d'ailleurs les 24 heures du Mans avec un réceptif, avec un pilote local, sartois en l'occurrence. Et en fait, finalement, c'était exactement les mêmes enjeux que dans un club de foot, à savoir les sponsors, les partenaires, l'événementiel, évidemment la dimension sportive, la dimension juridique, etc., etc. Et je suis revenu au Paris FC. Alors, avant Optifinance, pardon, j'avais quand même dirigé le club d'Auxerre. Auxerre. Voilà. Alors, d'abord une fonction opérationnelle localement et ensuite aux côtés de l'actionnaire Emmanuel Limido, qui est malheureusement décédé depuis, et avec lequel on a pu développer le club à l'étranger. Mhm. Et je faisais équipe avec Basile Boli. C'est ce que j'ai lu, ouais. C'est un super souvenir, Basile, que j'ai d'ailleurs eu au téléphone hier. J'ai toujours des échanges avec lui. On lui passe le bonjour, d'ailleurs. Absolument. Donc un retour au Paris FC en 2018, jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, en 2018, le club était en Ligue 2 et on était loin de la structuration et de l'organisation que nous connaissons aujourd'hui, évidemment. On y reviendra évidemment. Alors justement, avant de rentrer dans tous ces sujets du rachat, des objectifs du club, j'aime toujours poser une première question pour les invités. Est-ce que vous vous souvenez ou alors quel est votre premier souvenir lié au football? Quand j'étais enfant, tout simplement, puisque je jouais comme des milliers, des centaines de milliers d'enfants. Et j'ai le souvenir des premiers entraînements, des premiers matchs, des premières compétitions. Donc c'est ça mon premier souvenir, ouais. Et justement, moi, c'est une question que je me pose souvent quand on est à la direction d'un club, d'une grosse organisation comme ça. Est-ce qu'il faut être passionné de football ou alors il faut être plus rigoureux dans la gestion, le management, la planification? Voilà. Est-ce qu'il faut être plus passionné de foot ou alors vraiment de matière plus corporate, si je peux me permettre le terme? Alors forcément, tous ceux qui travaillent dans les clubs de foot, il y a une côté passion ou en tout cas grosse affection du secteur d'activité qui est là. Mais en revanche, ce qu'on retrouve notamment dans la partie non sportive des clubs, donc les fonctions dites administratives, finances, commerciales, etc., c'est d'abord la compétence en lien avec sa fonction qui est recherchée avant la connaissance du secteur d'activité. Moi, quand je suis arrivé au Paris FC en 2009, j'avais jamais travaillé dans le secteur d'activité du foot. Et puis petit à petit, à force d'années passées dans le secteur et puis d'un réseau qui s'est étoffé, vous devenez quelqu'un qui connaît le secteur, évidemment, ses codes, ses réflexes. Ça ressemble à aucun autre. Mais moi, ayant aussi évolué dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment quand je faisais du conseil, eh bien, chaque secteur d'activité a ses codes, son fonctionnement, ses réseaux, et après, chacun de s'adapter. Vous avez dit que le milieu, il ne fonctionne comme aucun autre. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi? Déjà, en fait, moi, je me souviens quand je suis arrivé au Paris FC,
Et puis même encore aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un secteur d'activité dans lequel la culture de l'oral est quand même très forte. De l'oral? Oui. Ok. D'ailleurs, et à l'inverse des cabinets de conseil, par exemple, ou autres, ou même dans le domaine bancaire, où il y a plutôt une culture de l'écrit avec beaucoup de formalisation, beaucoup de documentation. Alors évidemment, plus un club est structuré, plus il formalise à la fois son organisation, ses process, ses modes de fonctionnement, Mhm. ses contrats, etc., bien sûr. Mais en tout cas, il y avait cette dimension de culture de l'oral qui était assez forte. Ouais. Et moi, là, actuellement, il y a quand même pas mal de jeunes, d'étudiants, ou même pas forcément étudiants, mais qui sont intéressés par le monde du foot. Ah oui, au Paris FC, on reçoit des dizaines de J'imagine des milliers candidatures de par jour. candidatures. Ouais. Comment on fait justement pour accéder Ouais. à ces fonctions? Bah, c'est- Alors, bah, j'imagine qu'il n'y a c'est pas de recette facile. magique. Hein, Non, il n'y mais, a pas de recette magique. C'est au hasard de rencontres, d'opportunités. Je peux vous prendre l'exemple de chez nous d'un jeune et brillant collaborateur qui est au service commercial, qui se prénomme Loris et qui, Bonjour Loris. une fois, j'avais fait des entretiens de recrutement dans son école parce on cherchait un alternant, donc j'avais vu plusieurs candidats et puis il avait postulé une fois, il n'avait pas eu d'entretien, il avait ensuite recontacté par d'autres biais telle ou telle personne, pas d'entretien, et puis ensuite un premier contact, un deuxième, enfin il a vu que la porte était fermée, il a essayé de passer par la fenêtre, puis finalement il est passé par la cheminée, et puis aujourd'hui ça fait 5 ans qu'il est au Paris FC, donc vous voyez comme quoi il y a des histoires quand on a très envie. Voilà, puis il y a eu aussi un peu de chance dans ces démarches, mais voilà. Et Donc, puis l'autre façon d'arriver dans un club, c'est de répondre à une annonce, la version plus classique, quoi. la version plus classique, et puis au hasard des profils ou des compétences qu'on recherche, des CV se sélectionnent, et puis après il y a l'étape de l'entretien. Voilà. Et évidemment, le fait de pouvoir connaître ou avoir des recommandations auprès de ceux qui recrutent dans le foot, c'est toujours plus Toujours une utile, aide, mais, évidemment. mais, mais ça s'applique Comme dans aussi tous les domaines, en fait. comme dans n'importe Bien quelle sûr. entreprise, n'importe quel domaine. Voilà. Et tout à l'heure, alors ça n'a rien à voir avec le reste de l'interview, vous me parliez de votre passage à Auxerre avec Basile Boli. J'ai lu une anecdote pendant mes petites recherches, alors je ne sais pas si c'est vrai, justement, je veux fact-checker. Vous avez pris l'avion présidentiel avec Monsieur Hollande. Absolument, et ça, Qu'est-ce c'est que vrai. c'est que cette anecdote? Ça, c'est grâce à Emmanuel Limido, parce qu'en fait, il voulait vraiment développer le club à l'étranger. Emmanuel Limido, pour qui était le propriétaire d'Auxerre, qui avait repris, qui était l'actionnaire majoritaire d'Auxerre, qui avait repris le club en avril 2013, précisément, et qui a permis au club de se relancer avant que ce ne soit cédé à l'actuel propriétaire chinois. Donc, au cours du premier trimestre 2016 de mémoire. Okay. Et Emmanuel voulait vraiment développer le club à l'étranger. Et il se trouve que il y avait un voyage officiel en Arabie Saoudite à l'époque. Un pays qui, à l'époque, vraiment s'intéressait à ce qui se faisait de mieux en formation football en France, en Espagne, en Italie. Et donc, on avait été de ce voyage présidentiel et ça, avec un objectif de promouvoir le savoir-faire français à l'étranger. Que ce soit le président de la République ou le Premier ministre font régulièrement des voyages à l'étranger et ils embarquent dans leurs valises des patrons d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, dans un objectif de promouvoir le savoir-faire français à l'étranger, de vendre aussi des prestations de services, des matériaux, des machines, des outils à l'étranger. C'est dans ce cadre-là que ça s'est appliqué. Et même chose, il y a des centaines d'entreprises qui partent dans ce cadre-là, qui étaient poussées à l'époque par la diplomatie sportive de la France. Donc c'est effectivement un bon souvenir. C'est une anecdote plutôt marrante d'avoir pris l'avion avec François Hollande. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est sympa, Monsieur Hollande? Il est très sympa. Il connaît très bien le foot, d'ailleurs. C'est vrai, oui, c'est vrai que quelques passages, on se dit, il a un peu de connaissance football. Voilà. Bon, on lui passe le bonjour, évidemment, il ne regardera pas l'épisode, mais on ne sait jamais. Évidemment. Vous m'aviez parlé d'un premier passage au Paris FC. Vous êtes revenu aussi en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Donc vous avez vu évidemment le club dans tous ses états. Vous avez gravi tous les échelons. Oui. On va parler un tout petit peu de comment était le club avant ce rachat, ces investissements, cette transformation. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé, déjà, le club avait une seule structure juridique. C'était une association, comme tous les clubs de France. Et au moment où je suis arrivé, il y a eu cette création d'une société anonyme objet sportif
sportive professionnelle, donc qui s'appelle une SASP, D'accord. comme la plupart des clubs français. Mhm. La plupart des clubs français ont à minima ces deux structures juridiques que j'indique, parce que avec les impératifs de la DNCG, avec les impératifs du foot français professionnel, le championnat national est un championnat avec des équipes amateurs, mais avec plein de joueurs de foot qui ont des contrats Mhm. assimilés au monde professionnel. Donc, il y a eu la création de cette structure à la fin de l'année 2018 et le club a commencé à se développer de plus en plus à partir de ce moment-là. Il y avait à l'époque, Guy Cotteret était le président du club quand je suis arrivé. Et puis, Donc en 2009 ou en 2009, Ok, très bien. absolument. Et Pierre Ferracci était actionnaire aux D'accord. côtés de Guy Cotteret dans le cadre de ce projet. Et voilà, le démarrage de cet objectif d'atteindre la Ligue 2 à l'époque a vraiment commencé là. Et puis, il y a eu une transformation encore plus importante quand Pierre Ferracci a été actionnaire majoritaire du club au cours de l'été 2012. Et ensuite, toute la structuration qu'il a menée, qu'il a portée, hein, a permis de faire grandir le club petit à petit. Et en maximisant les investissements d'abord sur la formation, puisque le Paris Ok. FC est reconnu comme un club formateur. Mhm. On y reviendra aussi Et, d'ailleurs. et donc à l'époque, c'était ça qui a été construit petit à petit avec cet objectif d'amener toutes les équipes de jeunes dans les divisions les plus hautes possibles. Donc par exemple pour les U17 et U19, U17 nationaux, U19 Mhm, bien nationaux. sûr. Donc tout ça s'est fait petit à petit par étapes et pour nous amener jusqu'à aujourd'hui. Et en comparant par exemple à la situation actuelle, quelles étaient les limites du club à l'époque, ses forces aussi? Bah, ses forces, c'est le bassin parisien. C'est les jeunes talents sont en Mhm. Île-de-France. Avec Sao Paulo au Brésil, ces deux viviers de jeunes talents sont les plus importants. Et puis, bah, ses limites, c'était les limites d'être dans un championnat national avec des moyens, certes, quand même importants à l'époque, mais en même temps limités pour se sortir. C'est très difficile de sortir du championnat national, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes à mi-chemin entre le monde amateur et le monde professionnel avec des coûts qui sont importants Mhm. et des recettes qui sont faibles parce qu'il n'y a pas les droits Il n'y a pas de TV. droit TV, ouais. Et alors, même si les droits TV ont nettement baissé en France, mais il n'y en a pas du tout. Et puis, les sponsors recherchent de la visibilité. Évidemment, il y en a moins en championnat national que dans les championnats professionnels. Et comment on fait quand on est à la tête d'un club dans ces moments-là, Ben, quand on il n'y a pas de investit. budget, Ben, on investit sur les fonds propres avec des résultats d'exploitation qui sont négatifs. Mais en tout cas, il y a cet investissement pour aller plus haut. Et en revanche, ça permet de davantage valoriser le club. Évidemment, quand un club monte, la valorisation, la valeur de ses actifs sont plus importants. Est-ce qu'il y a eu des galères, des moments où vous vous êtes dit ça va être dur quand même pour le club? Ah oui, Ouais. oui, oui, si Pierre Ferracci était là, il vous dirait qu'effectivement, il a vécu des galères. Parce que moi, j'ai quand même quitté le club à la fin de l'année Oui, il y a 2012. une Je suis coupure. revenu en 2018. Mais pendant ce temps-là, Lui, il est resté, lui. Ouais. le club a continué de grandir, toujours étape par étape. Oui, oui, il y a eu des difficultés. C'était un projet entrepreneurial très risqué. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça valait le coup de prendre ces risques puisque on est arrivé en Ligue 1 et on espère bien y rester, hein, parce que c'est quand même l'objectif principal du club, D'accord, hein. ok. Je rappelle nous étions en Ligue 2 il y a 6 mois, hein, Mhm. donc l'objectif du club Et c'est vrai que du pour coup, cette saison est de se maintenir le mieux possible, le plus confortablement possible, enfin, ou le moins difficile possible en tout cas. Euh, mais donc la construction du club se poursuit. Ouais. tu m'as devancé sur une question, mais sur l'objectif du coup à court terme, ce serait du coup le maintien. C'est ça? Ah ben pour la saison 25-26, oui, qui est la saison en cours, l'objectif, bien sûr, c'est d'abord le maintien. Parce que là, vous êtes 13e Mmh. avec 15 points à la 14e journée. Mmh. Est-ce que pour vous, ça c'est un bon résultat pour le moment? Ou alors vous espérez mieux? Parce que vous êtes quand Bah, même arrivé avec un gros budget, surtout sur le mercato estival.
Si je reprends ce que dit Stéphane Gilly dans les conférences de presse, hein, et évidemment, et alors il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Je parle, la victoire à Monaco, c'était un super résultat. Je pense qu'on est tous déçus du dernier match là, contre Auxerre avec ce match nul. On apprend, il y a eu des bonnes choses, et puis d'autres choses qui sont améliorées. Donc voilà, il faut laisser l'équipe apprendre, s'adapter à la Ligue 1, et je pense que la suite sera meilleure. Alors, avant de rentrer purement dans le sportif, c'est un podcast, on aime bien parler des coulisses. Et Oui. c'est vrai que c'est très intéressant, voire intriguant, de s'imaginer tout le processus qui amène une structure et une famille comme Arnaud et Red Bull à s'intéresser à Mmh. un club comme le Paris FC. Toi, en tant que d'homme, enfin en tant qu'homme, pardon, à l'intérieur du club, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que ces deux structures importantes, énormes, se sont intéressées au Paris FC? Eh ben, alors d'abord, il y a eu déjà une ouverture capitalistique de la part de Pierre Ferracci en 2020 En 2020, ok. avec l'arrivée d'un actionnaire étranger, en l'occurrence le Royaume du Bahreïn, qui a D'accord, pris ok. 20% du club et qui a été le principal sponsor du club. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'autres actionnaires étrangers. Il y a eu une famille arménienne qui est venue. Il y a des actionnaires indiens, sri-lanko-indiens, en l'occurrence le propriétaire de l'entreprise de téléphonie mobile, Lika Mobile. D'accord, Et ok. puis il y a aussi eu un attelage franco-américain avec David Grandler et Pascal Rico qui ont été actionnaires du club. Et donc toute l'addition de ces actionnaires étrangers représentait quand même une partie importante, Mhm. mais chacun d'eux a contribué au développement du club. Et puis, euh, à force d'essayer de progresser en Ligue 2, hein, ça demandait de plus en plus de moyens. Et donc, on avait missionné avec Pierre la recherche de nouveaux investisseurs. Euh, ça n'a pas fonctionné en 2023. Donc, ce sont les actionnaires en place qui ont réinjecté des investissements, donc en Mhm. prenant encore des D'accord. risques, hein. Pierre Ferracci le premier, hein, d'ailleurs. Ça, Qui a c'était... réinvesti à son tour? Oui, D'accord. absolument, absolument, D'accord. au cours de l'été 2023. Ouais. Il Le faut club quand doit même... absolument tout à Pierre Ferracci, en vrai. Évidemment que le club doit beaucoup à Pierre parce qu'il a pris des risques entrepreneuriaux et financiers très Mm. importants. Euh, et il a réussi à atteindre tous les objectifs qui s'étaient fixés, c'est-à-dire faire monter le club en Ligue 1, transmettre à un investisseur français solide, on peut dire qu'il a réussi, euh, Je pense, oui. et, un investisseur qui soit en phase avec la stratégie qu'il avait définie, Mhm. c'est-à-dire basée sur la formation, il n'y a pas de changement de ce côté-là, et puis aussi qui souhaite poursuivre le développement du foot féminin. Oui. Même chose, On en parlera aussi la, d'ailleurs du la- foot féminin, la- la- la section la féminine. stratégie reste la même, et évidemment, euh, être le plus haut possible en Ligue 1. Donc, il a atteint tous ses objectifs principaux, donc il faut saluer le mérite qui lui revient, évidemment, et le club n'en serait pas là aujourd'hui s'il ne s'était pas autant investi et financièrement et personnellement pendant plusieurs années. Alors, du coup, on peut dire que c'est aussi en partie grâce à Monsieur Ferracci que la famille Arnaud et que Red Bull sont Absolument, arrivés. puisqu'en fait, le, le- la structure que nous avions missionnée pour rechercher des investisseurs, c'est la même structure à laquelle a fait appel la famille Arnaud au moment où ils cherchaient à investir D'accord. dans un projet sportif, parce que c'est, euh, c'est, euh, c'est une démarche de leur part. Ils ont eu plusieurs dossiers de clubs sur leur bureau. Et assez naturellement, là je reprends les propos d'Antoine Arnaud lors de la conférence de presse qui a eu lieu en novembre 2024, Mhm. assez naturellement le projet du Paris FC s'est imposé de lui-même puisqu'il cochait toutes les cases qu'il recherchait. Et donc finalement, ben, quand vous avez un acheteur et un vendeur Au même moment, au qui est même au même endroit. moment et surtout où toutes les cases sont cochées, Mhm. ça va assez vite. Alors, le processus de due diligence prend toujours un peu de temps, hein, ce qui est normal, mais je sais que Pierre Ferracci et Antoine Arnaud se sont rencontrés pour la première fois fin avril, et D'accord. je pense qu'ils se sont mis d'accord assez rapidement.
Et la due diligence a commencé au mois de juin et elle s'est clôturée en novembre 2024. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement ce qu'est la due diligence? C'est l'étude de toute la documentation juridique, financière. D'accord, ah oui, ok. Voilà, vous avez Ce des qui doit être assez lourd. avocats. Oui, comme n'importe quelle due diligence qu'on peut. J'en ai jamais fait à titre Voilà. personnel, c'est pour ça. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps. Avec Emmanuel Limido à Auxerre en 2013, ça avait pris 5 semaines. Bon, Vous voyez, ok. comme quoi. D'accord, ça varie quoi. Et que j'avais d'ailleurs mené. Mais là, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il faut regarder un peu plus dans le détail. C'est vrai que l'amplitude aussi du dossier n'était pas le même. Donc voilà, c'est un temps normal que l'on prend pour s'assurer d'une bonne transition. Et alors, Red Bull arrive en même temps que Absolument. la famille Ouais, Arnault? c'est vraiment un attelage, donc la famille Arnault et Red Bull. Et pour que. Même chose, ça a été, on a communiqué là-dessus, à horizon été 2027, donc quand Pierre Ferracci se retirera totalement du club. D'accord. Le 85% du club appartiendra à la famille Arnault et 15% à Red Bull. Ok, très bien. Et c'est quoi la logique derrière cette double arrivée? Et qu'est-ce que vous avez vu aussi comme changement clairement dans le club? La logique de nos 2 nouveaux actionnaires, c'est d'investir dans un club dans lequel ils croient au potentiel. Quand ils sont arrivés, on était en Ligue 2. Il y a eu cette première étape de monter en Ligue 1. C'était pas fait parce qu'il y a eu des investissements, bien sûr. Alors évidemment, l'arrivée de Red Bull et de la famille Arnault, avec les investissements qui ont été faits sur le côté sportif au cours de l'été 2024, évidemment, c'est d'abord grâce à eux. Grâce à eux parce que vous avez un véhicule qui est déjà bien en place, qui roule vite, et puis vous mettez un biturbo dessus. Ça va encore plus vite. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc il y a eu ces moyens supplémentaires qui ont été mis, qui nous ont permis de recruter des joueurs qui ont fait monter le club. Alors je vais en citer un ou deux, mais c'est toute une équipe, c'est tout un groupe. Si je reprends même les propos de Stéphane Gilly, il a bien raison. Allez-y. C'est un groupe complet qui monte, mais l'arrivée de Maxime Lopez, de Jean-Philippe Crasso, Vincent Marchetti, etc., c'est évidemment des joueurs qui ont permis de faire monter le club, mais ce ne sont pas les seuls. Ouais, c'est vraiment le... Et moi, je rejoins totalement Stéphane quand il fait ce commentaire. C'est vraiment un groupe complet qui est monté. Après, c'est comme dans tous les clubs, forcément, il faut des investissements et aussi sur vos actifs qui sont les joueurs. Donc, c'est tout à fait normal que certains joueurs comme Maxime Lopez qui est arrivé avant vous fassent monter. Enfin, je trouve qu'il y a souvent cette image de... vu qu'il y a eu beaucoup de sous injectés dans le club, tout était déjà acquis. Alors qu'en fait, non, il y a un travail énorme qui est derrière. Oui. Prenons par exemple Ilan Kebal, qui illumine de son talent. Il est très très fort. Aujourd'hui, il est arrivé avant que la famille Arnault et Red Bull n'arrivent. Donc c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure. Il y a déjà un véhicule qui avance bien, voilà, avec des recrutements solides qui ont été faits. Mustapha Mbo, pareil, solide joueur. Enfin, je pourrais citer finalement toute l'équipe de la montée, puisqu'ils ont tous joué un rôle solide dans la montée. Ça, c'est des joueurs qui étaient déjà là. Mustapha est encore régulièrement titulaire en Ligue 1. De même Samir Chergui qui fait encore une saison exceptionnelle. Je pourrais tous. Non mais oui, c'est très bien de les citer. Gori en Ligue 2 qui a joué un rôle déterminant pour la montée. Pierre-Yves Hamel aussi. Je vous rappelle de ce but des 50 mètres qui nous permet de gagner ce jour-là, je crois, 1-0 ou un truc comme ça. Enfin, c'est 3 points qui comptent. Donc, non, c'est tout un groupe qui a permis de monter, et un groupe qui avait commencé à être constitué avant que la famille Arnault et Red Bull n'arrivent, et qui a continué d'être constitué au moment de leur arrivée. Et tout à l'heure, on a parlé un peu de sportifs, voilà, des résultats actuels de la Ligue 1. On est au 3 décembre, donc à la 14e journée pour contextualiser. Quand on arrive avec un gros budget mercato, en étant promu, ça peut rappeler un petit peu, par exemple, l'arrivée de Monaco en Ligue 1 il y a de ça quasiment 12-13 ans. Est-ce que parler de maintien, c'est pas un peu... Alors, c'est pas agressif ou péjoratif, mais de la fausse humilité, ou alors c'est justement essayer de pas griller les étapes?
Alors justement, oui, humilité, c'est le mot D'ordre. d'ordre vraiment D'accord. au sein du club. Humilité, travail. Non, il n'y a aucune volonté de nos nouveaux actionnaires de griller les étapes. Non, justement, de respecter les étapes. Et non, je vous confirme que l'objectif, c'est bien le maintien. Voilà. Parce que quand Monaco était arrivé, je me souviens, je crois qu'ils avaient fait deuxième ou troisième championnat. Est-ce Hmm. que, un moment, le club n'a pas eu peur, par exemple, de souffrir de ces comparaisons Bah, forcément, avec les investissements qui ont été faits, euh, on attend des retours sur Bien ces sûr. investissements. Hmm. On les mesure à la fin. Là, on est vraiment au début de championnat. Et d'ailleurs, on peut voir que l'équipe aujourd'hui, dans sa façon de jouer, dans la maîtrise du jeu, a déjà beaucoup évolué par rapport au premier match. Je m'en souviens très bien à Angers. Il y a et évidemment déjà eu des évolutions et des améliorations. Donc encore une fois, l'objectif pour cette année 25-26, c'est le maintien. Et puis vous avez toujours un coût d'investissement au départ quand vous arrivez de Ligue 2, Mhm. qui est nécessaire pour essayer de performer le plus possible. Il y a des clubs qui ont ces habitudes de descendre et de monter et qui savent ce que c'est de descendre et Faire de monter, l'ascenseur, ouais. comme Comme Metz, Metz. par exemple. Mais c'est très impressionnant. Je monte, je descends, Ouais, je monte, c'est ouais, descends, et je une suis habitude. toujours là. Voilà, c'est des clubs qui ont cette habitude. Et nous, c'est pas notre habitude, puisque c'est la première fois qu'on monte en Ligue 1 depuis 40 ans. Mhm. Et donc ça, c'est l'objectif court terme, mais j'imagine qu'avec des investissements et un tel engouement, il y a aussi des objectifs long terme, sur 5-10 ans. Est-ce que vous y pensez déjà? Là, bien sûr qu'on le garde dans un coin de notre tête, mais vraiment là, on est vraiment Ok, concentré sur cette saison, de réussir le mieux possible cette saison en Ligue 1, et puis aussi de se concentrer sur le développement des autres parts du club. Je pense notamment au stade, parce que non seulement on a changé de division, mais on a aussi changé de chouette stade. stade. On est passé d'un stade Charletti, où le club y était depuis des années, Mhm, à un stade Jean-Bouin qu'on a découvert. mhm. Donc, nouveaux actionnaires, nouveau stade, nouvelle division. Oui. Il y a forcément un temps d'apprentissage, d'adaptation qui se comprend, qui est normal. Et Jean-Bouin, toutes les équipes d'organisation, d'événementiel, commercial, communication ont fait un travail formidable. Pour nous, il y a une vraie satisfaction parce que les échos que nous avons là, des spectateurs qui viennent à Jean-Bouin, que ce soit dans le grand public ou dans nos hospitalités, à chaque fois, les commentaires que nous avons, c'est ah, c'est sympa, on y Mhm. passe un bon Bien moment, sûr, il y a ouais. une belle ambiance, on est bien en famille, entre amis, entre potes. Et il y a cette belle ambiance qui est un beau fruit de tout ce que nous avons essayé de construire pendant l'été dans un temps très court. Je reviens par exemple sur les hospitalités. Il y a 2000 places réservées aux hospitalités. On a tout vendu. D'accord, ok. Les salons, il nous reste une loge et demie, mais tous les salons, tout a été vendu. On a même créé un nouveau produit à l'extérieur du stade pour qu'on a lancé là, ces derniers jours, parce que tout a été vendu. Et puis dans le public, dans le grand public, on est passé d'un millier d'abonnés à 7000 abonnés. Donc c'est quand même une progression très importante. Nos deux groupes de supporters, les Ultra Lutetia et le Clan, Mhm. ont aussi grandi, en particulier les Ultra Lutetia. Donc c'est tout ça aussi qui est. Qui C'est pas compte. simplement le groupe de joueurs, le staff, mais C'est c'est tout ce qui aussi tout entoure, ce qui est, évidemment, bien sûr. tout ce qu'il y a autour. Donc là, ça fait quand même beaucoup de changements en très peu de temps. Donc, vous êtes Euh, plus focalisé sur la nouvelle saison parce qu'il y a énormément de choses à gérer que sur les 5-10 ans pour le moment. Exactement. Je peux vous dire que les 2-3 premiers matchs à Jean-Bouin étaient très difficiles. Mhm. Bon, là maintenant, les équipes à tous les niveaux ont commencé à prendre leurs habitudes. Évidemment, on s'est renforcé. Mais à chaque match à Jean-Bouin, on apprend et on essaie à chaque fois de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le parcours client, dans l'organisation, dans la sécurité. Évidemment, il y a des choses qu'on va adapter. On a fait des choix parce qu'à un moment donné, on a pensé que c'était les meilleurs. Et puis peut-être qu'avec l'apprentissage, on va corriger, on va s'adapter. Ça, c'est le En lot fait, vous de... apprenez comme n'importe quelle Exactement, structure. exactement. Et pour faire un retour un peu direct, je suis allé voir le Paris FC contre l'OL, le fameux 3-3. Magnifique. Super, c'était super. C'est, Le stade est top, sécurité est top, on c'est, n'a pas perdu de temps, hein, franchement, bravo. et c'est le match où il y avait le plus de monde.
Ah, ok. Guichet pour, fermé ou pas? pour l'instant, sur 7 matchs que nous avons fait à Jean-Bouin, Oui. on en a fait 4 à guichet fermé. Bravo, ok. Donc ça, Très c'est bien. une vraie réussite. Et contre l'Olympique Lyonnais, le scénario est incroyable. Ça me fait Euh, mal au cœur de le dire, mais oui. à 60, oui, à 60 bravo. minutes, 65 minutes, vous perdez 3-0. Finalement, Je à la sais, fin, c'est je 3 sais, points. j'y étais, je sais bien. Mais c'est dans ce genre de soirée que vous gagnez le cœur du public. Bien sûr. Ça Évidemment. génère des émotions incroyables. Non, c'est un très bon souvenir. Et Et en oui, plus, on a pardon. failli marquer un 4e à la fin. Mais donc, je sais, j'y étais, je sais, j'ai vu. C'était dur à encaisser. En tant que Lyonnais, je préfère te le dire. Et alors, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que vous êtes un club de région parisienne. Il y a beaucoup de clubs en Île-de-France, beaucoup de centres de formation. Et aujourd'hui, vous êtes un nouveau club de Ligue 1, promu, un nouveau club parisien en Ligue 1. Forcément, à une époque où le PSG n'a jamais été aussi populaire, est-ce que on encaisse un petit peu cette popularité du PSG ou alors c'est quelque chose dont on se sert? Alors déjà, il n'y a aucune comparaison à faire. Bah, Encore une fois, dans les fois, têtes, forcément, on a envie de faire la comparaison entre Oui, mais- deux clubs où les non, stades mais sont à 40 mètres d'écart. alors, 140 mètres d'écart, il y a je crois. 44 mètres d'écart. 44 mètres. Je rappelle, nous étions en Ligue 2 il y a 6 mois. Et il y a 6 mois, Non, mais oui, bien sûr. et il y a 6 mois, le Paris Saint-Germain gagnait la Gagner plus belle Ligue des des combines. Champions, Voilà. évidemment. Bien Ça, sûr. faut juste rappeler, ça, c'était il y a 6 mois. Donc, il n'y a aucune comparaison à faire. C'est deux clubs tout à fait différents. Et d'ailleurs, nous, on essaie de d'écrire notre propre histoire. Mais surtout pas être en concurrence. D'ailleurs, on s'entend C'est ce très, que je vais vous très demander, les bien. relations sont bonnes? Les relations sont excellentes. Je reprends à nouveau les propos d'Antoine le jour de la conférence de presse, hein, où il avait dit qu'il continuerait à supporter le PSG. Mais quand le PSG joue en Ligue des Champions, évidemment, Vous êtes pour le PSG. Voilà. Sauf que 2 fois par an, Oui, vous êtes on plus est pour le contre eux. PSG. Voilà. Ouais. Non, mais on souhaite évidemment le meilleur développement à notre voisin parisien. Et je pense que la réciproque est vraie. Donc, il n'y a pas de concurrence. Alors là, le but n'était pas forcément de comparer en fait Mhm. les deux structures. Évidemment, aujourd'hui, le PSG, c'est quasiment incomparable. C'était plus, est-ce que dans une région où forcément le PSG n'a jamais été aussi populaire, Mhm. est-ce que par exemple se créer une fanbase, est-ce que c'est plus compliqué? Alors, effectivement, le PSG est très populaire en France, mais aussi à l'étranger. Mhm. Mais il y a aussi un public passionné de foot, qui Bien aime sûr. le foot, qui ne se retrouve pas forcément dans ce que propose le PSG et qui se retrouve davantage dans le Paris FC. Pourquoi? Mais alors, déjà, on vient quand même plus facilement au stade au Paris FC en termes de prix De prix. qu'au Paris Saint-Germain. Ça, c'est le premier point. Un très Et bon puis, point. Voilà. Et puis l'autre point, encore une fois, pourquoi on va aimer tel ou tel club? Chacun a À sa propre affection, à voilà, sa propre affection. Donc, sensibilité. il y a 12 millions d'habitants, ou même un peu plus en Île-de-France. Mhm. Il y a largement assez pour soutenir 2 clubs en Ligue 1. D'ailleurs, vous avez dépassé et- vos objectifs sur les hospitalités, tous les abonnés, etc. Absolument, absolument. Et alors, on a un point commun avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'on a un centre de formation qui dispose de tous les agréments professionnels. Évidemment, Poissy n'est pas comparable avec notre centre d'entraînement également, même s'il y a des gros investissements qui vont être faits là aussi par la famille Arnaud et par Red Bull. Donc, mais le centre de formation du PSG est remarquable. Il suffit de voir les jeunes Les derniers qui sortent. voilà, les derniers qui sortent, c'est une réussite, au même titre que Rennes, Monaco, etc. Lyon Mais aussi. en Ile-de-France, les 2 seuls clubs à être un vrai centre de formation au sens Formateur. au sens agrément, il n'y a Mhm. que le Paris FC et le Paris Saint-Germain. D'accord. Et bien évidemment, il y a plein de clubs formateurs en Ile-de-France, où sortent de très très bons joueurs, parce qu'il y a les coachs, l'encadrement technique, Mhm. les joueurs qui sont là. Mais au sens de l'agrément, il y a simplement 2 centres de formation. Bien sûr, dans des clubs prestigieux qui font de la formation depuis toujours en Ile-de-France. Alors, je ne vais pas en citer un parce que je vais rendre jaloux les autres, mais il y en a plein.
Tout le monde connaît plein de clubs très formateurs en Île-de-France. Et c'est bien auprès de ces clubs-là que le PSG et nous-mêmes, on recrute, bien sûr. Nous, on a des liens avec d'autres clubs en Île-de-France avec lesquels on a de très bons rapports. Et le ou les deux meilleurs joueurs sont appelés à aller plus haut. Et d'ailleurs, plein de clubs sur le territoire national viennent recruter en Île-de-France. D'accord. Lille, Nantes, Strasbourg, Reims, Auxerre. Il y a Rennes aussi, dont on a l'exemple de Rennes, Dembélé, par exemple. Voilà, Rennes qui a un super centre de formation également. Ils viennent recruter en Île-de-France. Et aujourd'hui, le centre de formation, à quel point est-ce qu'il est important dans le club? Est-ce qu'il y a une grosse communication entre l'équipe réserve et l'équipe première? C'est vraiment l'orientation stratégique du club, avec des investissements importants qui vont continuer de progresser au sein du Paris FC pour avoir le plus possible une ossature de l'équipe première basée sur son centre de formation. Ok. Et alors, c'est un point qui diffère un peu, mais qui m'a interpellé en faisant mes recherches. Vous venez de Ligue 2, donc encore la saison dernière. Vous avez connu des gros investissements et dans le, on va dire, paysage médiatique français, il y a un débat qui fait rage depuis quelques années, c'est le débat sur les droits TV. Vu que vous avez un petit peu quand même changé de statut, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Alors c'est vrai que la chute des droits TV a un impact terrible sur le foot français. Ça représente plus de 50% pour certains clubs français. Donc là aussi, même si on peut noter que la chaîne Ligue 1 Plus qui vient d'arriver fait du très bon travail. Nous, au Paris FC, on a toujours défendu le diffuseur historique, en l'occurrence Canal+, parce que Canal+ a fait le foot et le foot a fait Canal. Enfin, tout le monde connaît l'histoire. BeIN Sport est également devenu un acteur incontournable d'une diffusion de qualité du foot français. Donc, là, il suffit de lire la presse pour avoir une vision complète de ce sujet. Simplement, les droits TV, effectivement, pour les clubs, c'est une vraie difficulté parce qu'ils ne sont plus du même niveau et du même montant que dans le passé. Et donc, il y a des impacts économiques très importants sur les clubs. Alors, heureusement, des clubs comme les nôtres soutiennent de soutien solide de la part de sponsors. D'abord, notre sponsor principal, le Royaume du Bahreïn, mais aussi Adidas, Renault, Vinci, un partenaire historique du club, qui nous soutient depuis plus de 10 ans. Donc il y a plein, le groupe Aéroport de Paris, il y a plein d'acteurs qui nous soutiennent, donc avec cette dimension de sponsors, de partenaires qui nous accompagnent pour le développement du club, d'ailleurs tant pour notre section masculine que la section féminine. Tout à l'heure, on parlait de formation. La formation, ça s'applique aussi au foot féminin. Au Paris FC, on dispose d'un centre de formation féminin. Il y a si vous veniez faire une visite, là, il y a un bâtiment dédié au centre de formation féminin qui va être ouvert dans 2-3 mois. Donc, le Paris FC est sans doute le club le plus mixte de France. 60% hommes, 40% femmes. Ça, on y reviendra. Mais là, c'était vraiment au niveau des droits TV, du coup, quelle est votre... pas stratégie, mais est-ce que pour un club qui a connu, on va dire, le statut de petit club et maintenant de club avec un budget plus important, est-ce que vous comprenez les inquiétudes? Mais tous les clubs effectivement nourrissent des inquiétudes au regard des droits TV. Donc là, il y a un projet autour de la chaîne Ligue 1 Plus qui grandit. Ce sont à tous les clubs d'essayer de le faire grandir le plus possible. Et le Paris FC donne l'exemple à travers un documentaire qui a été demandé par la chaîne. Et donc la chaîne suit le club pendant plusieurs épisodes. Bon, les téléspectateurs, ils aiment avoir de l'inside au sein des clubs, de vivre ce qu'ils vivent dans le club. Donc c'est les coulisses. C'est à travers cette illustration de documentaire que nous, on essaie de contribuer le mieux possible pour qu'il y ait des images intéressantes pour les téléspectateurs. On parlait justement de section féminine. Aujourd'hui, vous êtes une grosse entreprise. Un club de foot, c'est aussi une grosse entreprise. Donc, il doit avoir une partie inclusive, aussi RSE. Donc, on va parler un petit peu de ça. La section féminine, aujourd'hui, elle est très performante au Paris FC. Oui, bien sûr. Elle joue la Ligue des Champions le 17 décembre prochain. Paris FC Barcelone à Jean-Bouin. Comment est-ce que
on arrive à faire fonctionner une section féminine depuis aussi longtemps, alors qu'on sait que dans tous les clubs, il n'y a pas forcément les mêmes moyens qui sont mis au service du féminin et du masculin. Ouais, l'histoire de la section féminine au Paris FC, c'est une belle histoire. Elle naît principalement de la fusion avec le club de Juvisy, donc l'ex-club très emblématique du foot féminin. Pierre Ferracci et Marie-Christine Terroni, en 2017, se sont mis d'accord pour fusionner la section féminine du Paris FC et du Juvisy. Et puis, ça nous a amené à la Ligue des champions féminines quand même depuis 3 ans. Cette équipe coachée par Sandrine Soubeyran fait un travail remarquable. Elle nous a donné beaucoup d'émotions au cours des 2 dernières années. Et je rappelle quand même qu'en juin dernier, l'équipe féminine a gagné la Coupe de France féminine. Depuis premier titre du club, non ? C'est le premier titre du club. Donc l'histoire retiendra que le premier titre du Paris FC a été remporté par l'équipe féminine. Ça, c'est quand même une belle histoire. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, vraiment, le Paris FC, c'est une section masculine et une section féminine, et les deux fonctionnent ensemble. Il suffit de voir déjà l'entente entre Stéphane Gilly et Sandrine Soubeyran qui passent leur temps à échanger. Donc rien que ça, c'est une belle illustration. Même maintenant avec les investissements, est-ce que la part d'importance de la section féminine reste la même, ou alors elle est encore plus justement prépondérante ? La part budgétaire de la section féminine a augmenté avec l'arrivée de la famille Arnaud et de Red Bull. Même en termes de proportion ? Ou alors ça reste équivalent ? Non, parce qu'il y a eu de gros investissements. La proportion a un peu diminué par rapport à il y a 2 ou 3 ans, mais par contre, le montant en valeur absolue, lui, a augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a bien plus de moyens qui ont été attribués aussi à la section féminine. On a vu récemment un petit scandale qui a éclaté. L'OL a pris en aller-retour un avion privé pour faire Lyon-Auxerre. Aujourd'hui, quand on est une entreprise qui est exposée sous le feu des projecteurs, comment est-ce qu'on fait réellement pour réduire son impact écologique ? Moi, dans mon école, par exemple, je sais que c'est un sujet qui est vraiment important, qui est primordial. Vous, en tant que grosse structure, on sait que le foot, c'est un monde qui pollue pas mal. Qu'est-ce qu'on applique concrètement ? Alors, il faut toujours remettre les choix de déplacement et les choix de transport dans un contexte de calendrier. Là, tu me cites un exemple très spécifique. Je ne me prononcerai pas parce que qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après ? L'ensemble, tous ceux qui organisent les déplacements dans les clubs, chez nous, c'est notre team manager qui le fait, elle se pose la question et elle propose aux coachs et aux directeurs sportifs Plusieurs options. Et ce qui semble le plus cohérent, non seulement pour la récupération physique des joueurs, mais aussi l'optimisation du temps. Évidemment, quand vous êtes à Paris, vous n'allez pas prendre l'avion pour aller à Angers quand vous êtes le Paris FC. En revanche, il se peut aussi qu'il y ait des questions de sécurité qui soient liées justement, je voulais vous poser la question. C'est pour ça qu'il y a tout un tas d'éléments qu'il faut prendre en compte dans les choix, et je me garderai bien de commenter les choix de nos petits camarades. Alors Auxerre, pour bien connaître, c'est quand même pas facile d'y arriver. En bus oui, voilà, donc de Lyon. Alors encore une fois, c'est 3 heures. Non, c'est plus que ça. En bus, c'est plus que ça. C'est au moins 5 ou 6 heures, je pense. Mais voilà, donc je veux pas commenter cet exemple parce qu'encore une fois, est-ce qu'ils avaient un match de Coupe d'Europe juste avant ou juste après, hein, mais, c'est plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte au moment d'un choix. Ouais. Et quels sont les engagements du coup du Paris FC ? J'imagine que c'est des choses qui vous sont demandées. Quels sont vos engagements écologiques ? Mais chacun des clubs a un engagement en termes de responsabilité sociale. Donc nous, on joue notre part aussi là-dessus. On essaie d'être le plus exemplaire possible. Mais après, voilà, chaque club a sa propre stratégie, son niveau d'implication, et ça correspond aussi au développement du club, à son histoire. Ce que je sais, c'est que tous les clubs sont vraiment impliqués dans la démarche RSE. Et d'ailleurs, la Ligue coordonne et pilote ça avec le club aussi de manière remarquable. Mais je sais que c'est un sujet compliqué dans le foot, donc je me suis permis de poser les questions. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs polémiques. Je me souviens à l'époque aussi de Christophe Galtier qui
en rigolant, parlait de faire ses déplacements en char à voile, par exemple. Bon, alors, voilà, mais c'était juste pour avoir, par exemple, un exemple concret réellement de ce qui se faisait en termes de. En tout de cas, nous, transition. quand on se déplace, à chaque fois, on essaie vraiment d'optimiser le temps de parcours, le coût aussi, hein, parce qu'évidemment, l'avion, c'est plus cher. Hein. Donc, à titre d'exemple, eh bien, à Angers, on y est allé en train. À l'inverse, à Marseille, on y est allé en avion. Voilà. C'est- Mais il n'y a pas de jugement, hein, c'est vraiment pour savoir ce qui est fait. Je pense que c'est intéressant qu'un dirigeant de club nous dise un peu ce qui est fait en matière. Je pense vraiment que les clubs essaient d'être vraiment le plus responsable possible sur cet aspect-là. Ouais. Tout en conciliant évidemment la récupération des joueurs et la puis- sécurité aussi, on et l'a la vu. sécurité. Non, mais prenez l'exemple du Paris Saint-Germain qui vient d'être récemment en Ligue des Champions. Est-ce que vous les imaginez arriver, par exemple, dans la gare d'Angers avec tout. Enfin, Ça semble assez irréel, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des conciliations qui sont possibles? Ça serait très compliqué. Donc, chaque club a ses propres situations. Voilà. Ok. Et alors, au-delà du terrain, là, on va se projeter un peu. Qu'est-ce que vous aimeriez que le club devienne dans 10 ans, si vous arrivez à vous projeter? Dans 10 ans, un club européen, voilà, qui alimente son équipe première grâce au bassin parisien des jeunes talents, qui a une équipe féminine qui joue les quarts de finale ou le dernier carré de la Ligue des Champions chaque année. Oui, ça serait effectivement un beau rêve. Ouais. Bah, justement, j'allais vous dire, ça rejoint un peu, mais si vous avez vraiment un rêve, même quelque chose de complètement utopiste avec le Paris FC. Ça serait alors, utopiste, non, parce que peut-être que à force de travail et d'investissement, évidemment, nous, je sais pas, dans 10 ans, le rêve, ça serait de jouer la Ligue des Champions, mais dans les places le plus haut possible. Mais le Paris Saint-Germain a mis 14 ou 15 ans à gagner la Ligue des Champions. Encore une fois, aucune comparaison avec le Paris Saint-Germain. Manchester City a mis combien de temps pour gagner la Ligue des Champions avec des investissements colossaux. Donc, non, c'est une compétition très, très difficile. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les 5-10 ans? Moi, quand j'ai rejoint le Paris FC en 2009, j'avais vraiment cette vision d'avoir ce club en Ligue 1. Et c'est pour ça que je suis venu. Donc, je ne pense pas m'être trompé dans la vision. Ça va. L'arrivée de la famille Arnaud et de Red Bull, pour moi, est une formidable opportunité pour le développement du club. Donc, je souhaite évidemment rester, m'inscrire dans le cadre de ce projet et j'espère pouvoir continuer à porter ma pierre à l'édifice dans le cadre de ce projet. Et en plus, un projet maintenant qui a bien grandi, avec maintenant beaucoup plus de salariés que dans le passé. Donc, chacun, on a sa part dans une potentielle réussite future. On va finir sur ces mots, Fabrice. Merci beaucoup. C'était passionnant, très intéressant de découvrir un peu les insights de ce nouveau club de Ligue 1. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour les premiers retours aussi sur les premiers épisodes. C'est vraiment génial et c'est pas prêt de finir. Donc on se retrouve une prochaine fois. On se dit à très vite. Ciao. Merci Fabrice. C'est vrai que ça passe très très vite. Eh bah oui, tu vois. Là on a fait... Ouais, c'est bon. On a fait, avec la petite coupure, on a fait 47-48. Ouais.